lu La parole est un sport de combat? C'est ça, et je voulais vous en parler aujourd'hui dans la vidéo. Et pourquoi est-ce que tu as lu ce livre? Alors déjà, j'ai choisi de prendre ce livre par rapport au parcours de l'auteur, donc Bertrand Perrier, qu'on peut voir ici dans ce livre. Donc j'étais assez sensible à son parcours parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un ancien timide qui aujourd'hui est avocat à Paris. Donc moi qui suis plutôt quelqu'un de timide à la base, enfin surtout au collège, ça m'avait plutôt intéressé de voir comment il avait pu avoir cette évolution. Et puis j'ai aussi été particulièrement touché par les valeurs qu'il a réussi à mettre en avant dans ce livre. Il a développé un programme en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Eloquentia, enfin je crois qu'il y a participé. Et je trouve ça bien parce que l'art de parler, enfin l'éloquence, c'est souvent un outil de pouvoir qui est placé entre les mains des plus puissants. On avait vu une vidéo de Brut justement qui montrait que dès le CE1 il y avait des inégalités. Et je trouve que rendre la parole plus démocratique aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien. J'ai surtout vu dans son film Banlieusard, que j'avais particulièrement aimé, avec Kerry James. Et je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Vous avez la parole. Aussi des autres aspects que j'avais trouvé intéressants dans ce livre, c'est la mentalité qui avait été mise en avant. Donc cette idée au fond de pouvoir transformer ses faiblesses en une force. Par exemple, quand il nous explique que la prise de parole n'est pas forcément un exercice qui est familier, il faut s'efforcer de donner le meilleur de soi-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment une leçon de vie qui vaut dans les techniques oratoires, mais qui vaut aussi en général dans l'ensemble des relations qu'on a avec les gens. Donc voilà, la prise de parole, c'est faire des fautes, c'est s'entraîner et c'est progresser. C'est pas quelque chose qu'il faut sacraliser. Au contraire, dans son livre, il réussit à désacraliser la prise de parole. Il réussit à montrer que tout le monde peut se lancer malgré ses défauts. Quel conseil est-ce que tu as pu retenir du livre? Déjà, il faudrait dire que chaque chapitre est orienté sur un thème et qu'à la fin de chaque chapitre, on a environ entre 5 et 10 conseils qu'on peut mettre en application seul ou avec des amis. Donc parmi tous les conseils, il y a surtout les conseils de base qui sont expliqués au début, c'est-à-dire la posture, la manière de se tenir face à un public, être droit, essayer d'avoir une posture en T. Il y a aussi la gestuelle, éviter les gestes parasites. Ça, c'est souvent ce qui casse un peu l'orateur lors du discours. Et puis, ce qui avait particulièrement retenu mon attention, c'était la manière de gérer les silences. Parce que souvent, lorsqu'on fait un discours, on a tendance à justement trop dire le mot les du coup. Et ce qu'explique Bertrand Perrier, c'est que plutôt d'avoir ces réflexes parasites, essayer de gérer son silence de manière à rendre le contenu plus éloquent. Et c'est ce qu'on peut voir par exemple dans certains discours de maître Éric Dupond-Moretti. Pour passer d'une intonation à une autre, il y a souvent une pause qui est faite entre les deux. Et en dehors des conseils de base, il y avait d'autres conseils que j'avais trouvé intéressants. C'est ceux sur le regard, être à même de pouvoir regarder son public, l'attirer vers nous pendant la prise de parole, et puis surtout la manière de gérer les silences. Dans un discours, souvent, on a tendance à avoir des tics de langage, par exemple des des du coup, et ce qu'explique Bertrand Perrier, c'est que plutôt que d'avoir ces tics particuliers, il faudrait être capable de faire des pauses. C'est un exercice assez difficile, mais faire des pauses justement quand on passe par exemple d'un sujet à un autre ou qu'on veut changer l'intonation, les sentiments qu'on va mettre en avant dans son discours, ça peut rendre le discours beaucoup plus éloquent. Et quand on regarde bien, par exemple, c'est ce que fait maître Éric Dupond-Moretti pendant ses interventions. On pourrait citer par exemple un moment où il était passé à France Inter et où il devait parler de l'ancien terroriste Mera, le frère de ce terroriste qui était chargé de défendre. Et pendant ce discours, qui était aussi basé sur des émotions, il était capable de faire des pauses. Et j'ai trouvé que plutôt que d'être gênant, enfin, c'est plutôt gênant qu'on fait des ou qu'on a des tics de langage. J'avais trouvé le discours de maître Dupond-Moretti, pour le coup, plutôt éloquent. Je pense que s'agissant de la complicité d'assassinat, on a présenté aux victimes depuis des années et pour des tas de raisons un faux coupable. Abdelkader Mera, que j'ai eu l'honneur de défendre, incarne l'honneur, monsieur,
incarne aujourd'hui le mal absolu. Je l'entends bien, mon but, c'était pas de le faire aimer. C'était qu'il soit jugé selon nos règles. Mais j'ai revu le procès de Nuremberg et je trouve qu'il a été d'une certaine façon plus digne. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Ce qui est obscène, c'est de dénier à cette femme le fait qu'elle soit une mère. C'est pas une vache qui avait les monsieur. Si tu devais définir le livre en un mot. Improvisation, c'est ce dont il parle à la fin du livre. C'est quelque chose qui se travaille. Et puis, je pourrais citer la formule de Churchill. Un bon discours improvisé a toujours été écrit 3 fois. Donc tout le monde peut commencer à s'entraîner à improviser. Bah, merci Ambroise hein, Bah merci Mathis pour c'était ton temps. super intéressant. Et si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas, on pourrait le refaire. Mettez-le en commentaire et je regarderai et on ira s'amuser là, comme des petits fous.